Bienvenue dans le Grand Silence, le podcast des films qui font mal. Aujourd'hui, je vais vous parler de Crass, Horde en anglais, de Luna Moon, un film qui vient de sortir aujourd'hui même où je vous parle. Ce qui est la raison pour laquelle je suis tout seul à vous en parler. Moi, c'est Benjamin. Je vous en parle tout seul parce que j'ai eu la chance d'avoir un lien pour voir le film, mais malheureusement, c'était un lien à usage unique. Donc, impossible pour toute l'équipe de regarder le film, et puis de toute façon, ils n'avaient pas le temps. De quoi on parle ? Nous sommes en Angleterre en 1984. Maria est une petite fille de 6-7 ans qui vit seule avec sa mère, une représentante de la working class pavillonnaire si chère au cinéma anglais. Seule différence avec les mamans traditionnelles du cinéma, la maman aime bien faire les poubelles avec sa fille pendant la nuit et entasser un maximum de choses dans la maison. D'où le titre anglais Hoard, qui veut dire accumuler, thésauriser. Pensez à Smaug, le dragon dans le Hobbit, mais avec des poubelles. Parce que, en fait, elle a un peu l'impression d'accumuler des petits trésors et se fait un petit nid douillet avec ça. Mais aussi, d'où le titre français Crass, vu que la petite fille va développer en grandissant un sens de l'hygiène assez personnel. Alors comme d'habitude, quand on vous parle d'un film, on coupe en deux parties. Une première partie sans spoiler et une deuxième avec. La partie spoiler risque d'être un petit peu costaud parce qu'il y a des choses à dire. Il vaut mieux ne pas savoir avant de voir le film. Et à ce sujet, si vous écoutez ce podcast, je vous invite éventuellement à ne pas regarder la bande-annonce parce que personnellement, je ne l'avais pas vu et j'ai été bien surpris par le déroulement du film. Je me dis que c'est peut-être intéressant de le voir dans ces conditions. Avant de rentrer un petit peu dans est-ce que c'est bien, de quoi ça parle, vraiment, etc., je vais vous proposer d'en savoir un tout petit peu plus sur Luna Moon, la réalisatrice et scénariste du film. Il s'agit d'un premier film, et d'ailleurs, c'est un premier film qui est remarqué puisqu'elle a été nommée au BAFTA pour le meilleur premier film. Donc au niveau de la filmographie, ça devrait être assez court, mais pour autant, ce n'est pas pour cela qu'il n'y a rien à en dire. En effet, vous la connaissez peut-être pour son travail auprès du groupe irlandais Fontaine DC, pour lequel elle a réalisé 3 clips qui, ensemble, forment une sorte de court-métrage, puisque dans un premier clip, on voit un monsieur, dans un deuxième clip, on voit une madame, et dans le troisième clip, on voit le monsieur avec la madame. Un univers de cassos, avec des univers de déglingos, plein de drogue, d'ennuis, de danse irlandaise et de magie noire. C'est déjà précurseur un petit peu du film dont on va parler, dans le sens où c'est des clips qui sont très maîtrisés formellement, très inscrits dans la réalité anglaise, mais qui ne s'interdisent pas de faire des excursions vers le fantastique. Crass, c'est un film qui a été écrit dans une période qui n'avait pas l'air d'être top dans la vie de la réalisatrice. En effet, il a d'abord été écrit comme une nouvelle de 20 pages qu'elle voulait laisser auprès d'elle comme une note de suicide au pied de son lit, avec 2 buts. D'un côté, exorciser un souvenir d'enfance, le personnage de la mère dans le film étant très inspiré de sa grand-mère et à un moindre niveau de sa mère. De sa grand-mère, elle voulait garder le fait qu'elle lui donnait des trucs pris dans la rue qu'elle présentait comme de grands trésors. Et de sa mère et de sa grand-mère, elle voulait garder le côté glamour. Parce que, en fait, vous verrez que malgré le fait qu'on est dans un personnage de working girl, vraiment le côté d'Angleterre dans ce qu'elle a de plus prolétaire, les pavillons de briques rouges, ce genre de trucs. Comme on est dans le regard d'une petite fille, et ben en fait la maman elle est super glamour, elle est super classe, elle fait des trucs super chouettes, elle porte des tenues un peu extravagantes, etc. Elle est plus grande que la vie, comme on dit. Si ce n'est que bon du coup elle entasse un peu les poubelles dans le salon. Le décor du film reprend d'ailleurs largement celui de la maison de sa grand-mère, à tel point que la mère et la sœur de la réalisatrice ont été choquées en se rendant sur le plateau. Les 3, donc la mère et les 2 filles, se sont mises à pleurer ensemble sur le canapé quand il y a eu toute la famille sur le plateau. Ça montre un peu le côté cathartique de cette histoire. Et puis d'un autre côté, il y avait un côté un peu blague, entre guillemets, de dire
ok, je vais me suicider et je vais laisser à côté de mon corps une histoire tellement glauque que les gens vont se dire, ah mais cette gentille femme si jeune, si douce, en fait elle écrivait des trucs bien crado. Heureusement pour nous, je pense que le fait d'écrire cette histoire, ça lui a tellement plu qu'elle a décidé de ne pas se suicider. Et donc, comme je le disais, le fait qu'elle soit nommée au BAFTA et qu'elle ait promis de faire un film qui serait bien dans la gueule, encore une fois, prouve qu'elle a trouvé une manière de purger ses émotions négatives, comme dirait Aristote. Autre élément personnel d'inspiration dans la genèse de Crass, la crise du Covid, qui d'un côté a rappelé à la réalisatrice les périodes d'ennui liées aux vacances, qui sont un peu au cœur du film. Ces périodes où on ne sait tellement pas quoi faire que tout peut arriver. Et d'un autre côté, le Covid a eu un impact direct sur Luna Carmoon parce qu'elle a perdu l'odorat à cette occasion, de manière extrêmement sévère, puisque c'est seulement depuis quelques mois qu'elle commence à retrouver l'usage de son nez. Et elle s'est rendue compte à ce moment-là à quel point l'aspect olfactif était hyper important dans la vie. Et donc, elle avait envie de faire un film qui serait basé sur ce sens. Après, on va voir que c'est un peu comme au début du Parfum, le roman de Patrick Süskind. Le fait de très bien sentir, ça ne veut pas dire qu'on sent que des choses qui sentent très bon. Alors pourquoi je vous fais un petit podcast sur Crass ? Déjà, parce que comme je l'ai dit, j'avais un lien pour pouvoir voir le film, ce qui me permet de sortir donc exactement cet épisode le jour de la sortie, enfin, si j'arrive à le mixer à temps. Et donc du coup, le grand silence devient la grande actualité, tout en ayant toujours été la grande classe. Et évidemment, si le film avait été nul, j'en aurais pas parlé pour autant. Mais bon, il y avait donc un petit peu de hype avec cette nomination BAFTA dont je vous ai parlé, et puis je vous ai dit qu'elle avait fait des clips de Fontaine d'ici, et puis nous on aime bien Fontaine d'ici, en tout cas moi j'aime bien. Et puis surtout le discours de la réalisatrice dans le dossier de presse était très intriguant. D'un côté, la volonté de faire une histoire sur des gens pauvres en Angleterre, qui soit pas du Ken Loach, qui soit pas du Andrea Arnold, et qui soit encore moins ce qu'elle appelle du poverty porn, ce cinéma de gens riches qui filment des pauvres malheureux pour se convaincre que leur vie est mieux. Et si vous voulez un exemple de ce type de cinéma, regardez les films de Léa Seydoux comme Belle Épine, le truc avec la centrale nucléaire, là dont j'ai oublié le nom, La fille d'en haut, ces trucs-là, avec des pauvres malheureux qui font la baise en étant tristes. Il y avait aussi la volonté de faire du cinéma beau, mais qui tape fort. Et si vous avez écouté notre dossier sur Harmony Korine, vous savez qu'on n'a aucun problème avec les gens qui aiment les poubelles ou qui se font du mal. Et enfin, le fait de faire un film pour un public qui ne serait pas fainéant, qui n'a pas besoin de flashbacks sur des choses qui se sont passées il y a 30 secondes, qui accepte d'être un peu perdu, un peu bousculé. Et bon, si vous avez écouté notre dossier sur Ariel Dombal, je pense qu'on peut dire que vous n'avez pas peur des propositions déconcertantes. Je vais essayer de pas trop vous dire de choses sur le film, et même sûrement vous en dire moins que la bande-annonce, parce que c'est pas un film où il se passe non plus un milliard de choses. Mais par contre, je vais vous parler des sensations que j'ai ressenties en le regardant, et à partir de là, vous allez pouvoir vous faire une petite idée de est-ce que vous avez envie de voir ça ou pas. Alors la sensation prédominante qui m'a habité pendant la vision de ce film, c'est l'inconfort et la gêne. Et c'était un peu prévisible au vu du titre, parce qu'on est sur un film qui appuie là où ça fait mal, à l'image d'une héroïne qui, en grandissant, va faire subir pas mal de choses à son pauvre corps. Donc j'ai envie de dire attention, c'est un film à trigger warning. 2 trigger warnings, en effet, parce qu'on est sur des personnages qui ne vont pas très bien dans leur tête, donc gros trigger santé mentale, et qui se font du mal, trigger automutilation et échange de crachats. J'ai vu le film dans des conditions qui sont pas ouf. Alors, attention, je crache pas dans la soupe, hein. Je suis très content d'avoir eu un lien. Hein. Mais bon, j'étais chez moi avec un problème de volet. Donc, quand j'ai compris que le film se passait beaucoup en intérieur avec une ambiance sombre, j'ai mis la pause, je me suis levé, j'étais un peu énervé. Je fais « Ah, putain de volet !» Donc j'ai décoincé le volet. J'ai enfin réussi à voir l'obscurité. Après, j'ai relancé le film. Mon lien a planté. Donc j'ai dû relancer le machin. Et comme j'étais sur mon canapé, surtout, je n'avais pas cet aspect prisonnier volontaire que l'on a au cinéma. Où, quoi que l'on voit, on sait que l'on est là pour 2 heures. On est déconnecté.
et on est obligé de voir où ça nous mène. Et ça, c'est très 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 important à mon avis dans la manière de regarder le film. Alors, je sais qu'avec Le Grand Silence, on parle de films qui vont plutôt être attrapés en VOD, mais je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé, à aller voir le film au cinéma. Je pense que c'est vraiment comme ça que le film va donner son plein potentiel. Et puis, voilà, entre toutes ces petites péripéties, le fait qu'il faisait chaud chez moi, le fait que c'était le premier jour des vacances, que j'étais un peu nerveux, et puis qu'il se passait des trucs qui étaient pas forcément très cool à l'écran, j'avais envie de m'évader, de faire des petites pauses. Alors, du coup, j'ai lancé Blueprints, et puis là, je joue en mode difficile, alors je m'énerve. Alors, je reviens au film, et puis je vois que l'héroïne, elle fait des trucs qui sont pas très bien pour elle, alors je souffre, enfin bref. C'était éprouvant et c'était long. J'ai mis tout l'après-midi pour regarder un film de 2 heures. Donc, ne faites pas ça à la maison. Respectez le cinéma, allez voir les films dans les salles. Mais, quoi qu'il arrive, en tout cas, il fallait que j'aille au bout parce que c'est un bon film. Et parce que c'est comme quand on est enfant et qu'on lit une histoire qui fait peur. Il faut absolument aller jusqu'au bout parce que sinon on s'arrête au moment où ça va le plus mal et donc du coup on s'imagine, on se raconte la fin, on se fait des films et ça fait encore plus mal que si on allait voir le truc jusqu'au bout. Et du coup, je vous dis pas que vous allez ressortir avec un grand sourire, que ça finit bien, que les oiseaux chantent, etc. Mais au moins, le fait de voir le film en entier, de savoir où ça va, ça permet de remettre le tout en perspective et de digérer. D'ailleurs, toute l'angoisse que j'avais pendant le film, elle s'est dissipée après l'avoir vu. J'étais calme et serein. Parce que, en fait, effectivement, le fait de voir un film jusqu'au bout, ça nous permet de sortir du sensoriel immédiat et de passer à quelque chose de plus distancé, de plus intellectuel, comme que veut nous dire la réalisatrice à travers ça? Pourquoi est-ce qu'elle avait besoin que ça sorte de la manière dont c'est sorti? Et d'enregistrer des beaux podcasts que vous pouvez maintenant écouter. Donc c'est du win-win. La deuxième sensation que j'ai ressentie en voyant ce film, c'est malgré tout, et heureusement, parce que sinon il n'y aurait pas de raison de vous en parler, c'est quand même une sorte de plaisir cinématographique, parce que tout ceci est bien joli et bien filmé. On l'avait vu dans ses clips, Luna Carmoon, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui aime la belle image. Le film est pas idiot, les personnages sont très vivants, c'est pas misérabiliste, et il y a ce jeu sur les focales dont elle parle en interview qui permettent de distinguer les moments où ça va bien dans sa tête, de moments où ça va pas super. C'est là que le film est personnel dans cette volonté de dire oui, on peut vivre autrement, et c'est pas pour ça que ça va pas être poétique ou beau ou joyeux. Et pour autant, le film, il est poétique, mais c'est pas du Jacobin Dormel ou c'est pas du Jean-Pierre Jeunet. Il y a un côté très concret. C'est un truc assez particulier, qu'on pourrait dire juste un peu arty, mais pas au mauvais sens du terme, juste au sens de j'ai envie de faire un film réaliste, mais qui glisse légèrement vers le fantastique, qui va proposer des plans intéressants, une narration élaborée. C'est vraiment un film qui est un film, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important pour moi. C'est que c'est un film qui n'aurait pas vraiment... Enfin, alors je dis ça alors que c'était littéralement une nouvelle au départ, mais pour moi, c'est un film qui existe en tant que langage cinématographique et qui n'est pas un roman mis à l'écran tel quel. Le troisième sentiment, ça a été quand même un petit peu de colère. C'est un peu dommage, mais en vieillissant, je crois que je suis un peu dans le jugement. Et du coup, je me suis vraiment pris dans la face le côté maltraitant de la mère, puis les problèmes absolument pas vus que cela a laissé sur l'héroïne. Et du coup, pendant tout le film, j'avais envie de gueuler, mais bon sang, gouvernement anglais de merde! Si vous aviez laissé de l'argent pour les politiques sociales, peut-être que cette jeune femme aurait un suivi psychologique qui lui permettrait de surmonter ses énormes traumas, au lieu que personne même ne se rende compte de sa souffrance. Parce que manifestement, et ça c'est un truc qu'il faut avoir en tête, c'est que les différents personnages qui entourent notre héroïne n'ont manifestement pas suivi les cours de premier secours en santé mentale et ne voient absolument pas qu'elle est en train de disjoncter. Et de ce point de vue, le côté poétique est très beau et très bien fait, et c'était un risque, quand même,
parce que j'avais peur de ce qui allait arriver et que, en fait, on soit dans un film un peu façon Une vraie jeune fille de Catherine Breillat, qui est un film qui m'avait absolument épouvanté, même si je sais qu'il y a des gens qui l'aiment beaucoup. Dans le côté, une héroïne qui fait absolument n'importe quoi sous un regard cinématographique complaisant qui te dit bah quoi, enfin, t'aimes pas tout ce qui est transgressif? Enfin, c'est pas un problème? T'aimes pas être bousculé? Ben si, moi j'aime bien être bousculé, mais j'aime pas quand c'est n'importe quoi. Et heureusement, et là je vais bientôt passer en mode spoiler, le film est plus intelligent que ça. Et il joue sur le fait que le spectateur va être actif et qui va prendre en compte à la fois l'état d'esprit du personnage, qui est dans son univers et puis qui bouscule petit à petit dans une sorte de folie, et à la fois le fait que bah tout ça, c'est pas la vie bonne et heureuse, et que en fait nous, on s'en rend bien compte, en fait, et que bah, c'est pour ça qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, parce qu'on se dit, mais est-ce que cette jeune femme, elle va se mettre tellement en danger qu'elle va finir par en mourir, quoi. Dernière chose, qui m'a un peu gêné, et là, pour le coup, bah, c'est pas une question de, évidemment, c'est une question de point de vue, car tout est une question de point de vue, mais c'est pas un truc positif, en tout cas. C'est que j'ai trouvé le film un peu long. Alors vous allez me dire, bah c'est normal, t'as fait plein de pauses. Du coup, tu t'es interdit de rentrer dans le film. Et c'est possible. Mais disons que le film fait 2 heures. Il n'y a pratiquement pas de musique. Les scènes s'étirent dans le temps. C'est pas du Bellatar ou, si j'osais le jeu de mots, c'est pas Bella Taré, n'est-ce pas? Mais enfin quand même. D'une certaine manière, ce mélange de beauté visuelle et de langueur m'a fait penser un petit peu à Morven Callar de Lynn Ramsay, qui, lui, par contre, est un de mes films préférés. Et là, du coup, vous allez me dire, mais je comprends pas, c'est bien ou c'est pas bien que ce soit un peu dans la langueur? Eh ben, en fait, c'est que dans Morven Callar, donc de Lynn Ramsay, c'est un film avec Samantha Morton et il y a un côté très contemplatif, il y a un côté très dans le temps, etc. Mais il y a aussi la musique du label Warp, qui est très belle, avec notamment beaucoup de Birds of Canada, d'Aphex Twin, des choses comme ça. Il y a du Cannes qui revient, il y a la beauté du soleil espagnol qui répondait à la noirceur écossaise. Il y a ce côté très sombre au début qui aboutit à une épiphanie qui, ici, ne vient pas totalement. Ce qui fait que là, on est quand même un petit peu sur une tonalité qui reste la même pendant tout le film. Et on sent que, si la réalisatrice avait coupé peut-être un quart d'heure, 20 minutes, on aurait tout aussi bien compris et franchement, on aurait peut-être un peu moins souffert vu que ce qui se passe à l'écran n'est pas toujours hyper top top. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour dire si vous aussi vous avez ressenti cet aspect ou si au contraire vous avez trouvé ça hyper palpitant de tout le long et que je suis un crétin, c'est pas impossible. Donc ce qui fait que au final, on va terminer cette partie sans spoiler sur un côté un peu mi-figue mi-raisin. Je vais pas vous vendre Crasse comme le film du siècle. Je pense qu'il a des défauts de premier film, mais je pense aussi qu'il a des qualités indéniables et c'est un peu sur ça que je voulais insister pour finir. C'est un film qui laissera pas indifférent, je pense. C'est un film qui a un côté très physique dans sa manière d'aborder des thèmes de santé mentale. Et c'est un film qui vous bouscule. Et pour autant, c'est pas un film qui est inconscient. C'est un film qui sait où il va. Et il nous emmène dans un chemin qui est pas super confortable. Vous allez voir, il y a un côté... Alors, je vous parlerai bien de Dans ma peau de Marina DeVane, mais je l'ai pas vu. Et puis, j'aime pas le cinéma de Marina DeVane. Donc, je pense que c'est mieux. Mais en tout cas, on est dans cette idée comme ça de personnage qui est au centre, pour qui on a de l'affection et dont on voit qu'il se fait du mal et on se dit mais non, mais arrête de te faire du mal, enfin, ne fais pas ça. Mais enfin, au final, ça débouche quand même sur quelque chose de beau et du coup, on verra dans la partie spoiler que finalement, souffrir pour grandir, c'est peut-être ça, l'adolescence. Pour la pause musicale, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de bande-son dans Horde, ou Crass en français. Donc, on va écouter Missing de Everything But The Girl, parce que déjà, on aime bien être démonétisé sur YouTube. Enfin bon, c'est pas comme si on risquait quelque chose. Mais aussi parce que c'est une belle chanson et elle joue un rôle important dans le film. C'est à peu près tout ce qu'on va écouter de musical dans le film. Ce qui est un peu ironique pour une clippeuse. I step up
off the train. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere like out of space. You found some better place, and I miss you. And I miss you. Oh. And could you be dead? You always were 2 steps ahead of everyone. You walked behind them while you would run. I look up at your house, and I can almost hear you shout down to me where I always used to be. And I miss you. And I miss you. Back on the train, that's why did I come again? Can I confess, I've been hanging around the old address, and the years have proved to offer nothing since you moved. You're long gone, but I can't move on, and I miss you. And I miss you. I miss you. I step off the train. I'm walking down your street again, past your door. I guess you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you've disappeared somewhere like out of space. You found some better place, and I miss you. Yeah. And I miss you. You found some better place, and I miss you. And I miss you. Yeah. And I miss you. And I miss you. And I miss you. Yeah. The desert's mystery. Like the desert's mystery. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez vu le film? Est-ce que vous êtes chaud, tels des petits escargots tout chauds? Si vous avez vu le film, donc là, imaginons, vous rentrez du cinéma. Première chose que vous faites, vous rallumez votre lecteur de podcast, vous vous connectez sur la partie spoiler et vous me dites, enfin en commentaire, vous me dites, mais enfin Benjamin, tu t'es encore bien moqué de nous. Tu ne nous avais pas dit que la partie avec la maman durait 1 demi-heure, alors que tu as fait tout ton speech là-dessus. Et qu'après, on était parti sur 1h30, qui se passe 10 ans plus tard. Et bah oui, c'est comme ça. Mais en même temps, moi, ça me paraissait important de pas trop en parler, parce que je savais pas qu'il y avait un saut temporel, même s'il y avait un indice en bas de l'écran dans le fait que, sur l'affiche, ça représentait l'héroïne devenue adolescente. Mais en tout cas, pour moi, ça montre que le film peut se voir de 2 façons.
Il y a deux manières de le voir. Il y a la manière qui est un peu celle qui est vendue par le marketing, qui est centrée sur la relation entre Maria et Michael, et qui du coup considère le début avec la mère un petit peu comme un prologue, qui explique pourquoi elle va se retrouver dans cette histoire d'amour bizarre et un peu destructrice, un peu beaucoup même. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment l'angle voulu par la réalisatrice. Parce que au fond, il y a un angle proustien qui est un peu pervers, mais que personnellement j'aime beaucoup dans ce film, qui est que, en fait, la réalisatrice a dit que c'était un film sur le deuil et comment le passé peut revenir sans qu'on s'y attende. Et j'aime beaucoup, enfin j'y reviendrai plus tard, mais j'aime beaucoup que, comme vous le savez, dans la recherche du temps perdu, c'est la fameuse Madeleine de Proust, c'est le fait que le narrateur, en fait, par l'odeur d'une madeleine chaude est renvoyé au temps qu'il a passé avec sa grand-mère. Et du coup, ça lui fait revivre le passé. Bon, là, c'est la même chose, mais avec l'odeur des poubelles, puisque Michael, l'homme dont elle va tomber amoureux, est boueur. Et donc, ça lui rappelle la douce odeur de la maison. Et ça, je trouve ça à la fois très ironique et ça montre un peu le côté un peu poétique destroy de ce film. Donc, si on résume la chronologie du film, on a Maria, petite fille, qui voit sa mère lui être arrachée. 10 ans plus tard, elle grandit dans une famille d'accueil, enfin une maman d'accueil, qui lui a donné la stabilité. Donc, ok, elle commence à sortir avec sa copine un peu faux-folle, qui flirte avec un mauvais garçon, plus vieux qu'elle, mais j'ai envie de dire que c'est la vie à peu près normale d'une adolescente de 16-17 ans. Et c'est la rencontre avec Michael qui va la faire sombrer dans la souffrance auto-infligée et dans la volonté d'entasser. Donc je vous parlais du fait que Michael était éboueur, que son odeur c'était le déclencheur du souvenir de cet élément un peu proustien. Et c'est assez drôle parce que justement, comme je vous le disais, la réalisatrice sur le tournage n'avait plus trop d'odorat. Mais pour mettre en condition les acteurs, elle explique dans les interviews du dossier de presse que pour les scènes liées à la mer, elle avait mis sur le plateau un parfum qui est nommé Sécrétion Magnifique, que vous pouvez acheter vous-même et chez vous, qui est fait par un parfumeur très original qui s'appelle État Libre d'Orange. Il fait des choses très très un peu folles. Et donc c'est un parfum qui est décrit ainsi. S comme sang, sueur, sperme, salive. Véritable coït olfactif, sécrétion magnifique nous emporte au fait de la jouissance, ce moment chaque fois inédit où le désir triomphe de la raison. Un parfum qui sentait le sang, le sueur, la sperme et la salive. Autant dire une bonne odeur. Pour l'anecdote, ce qui est marrant, c'est que du coup, la réalisatrice avait expliqué ça à un journaliste qui a dit qu'elle avait mis du sang, de la sueur, du sperme et de la salive sur le plateau, ce qui a donné quelques coups de fil un peu angoissés de la production, disant vraiment, mais quand même, c'est rigolo. Cette histoire de relation entre Maria et Michael, même si on y reviendra, pour moi le plus important c'est quand même la relation avec la mère. Mais cette histoire de couple, elle est quand même extrêmement centrale aussi dans l'intrigue et elle peut amener un malentendu. On pourrait penser que la réalisatrice a une certaine sympathie pour un personnage qui, c'est un gros pointeur. Et donc un pointeur, pour les gens qui passent pas leur temps sur Blue Sky, c'est un mec de 30 ans qui drague une meuf de 16, qui lui est adulte et qui profite du fait que la meuf, elle est un peu jeune et un peu malléable pour la manipuler. Exemple, un youtubeur qui va envoyer des messages à ses fans. Mais là-dessus, la réalisatrice dit plusieurs choses qui me paraissent intéressantes. La première, c'est que dans son entourage, elle connaît plein d'adolescentes de 16 ans qui ont couché avec des mecs de 25 et qu'elle n'allait pas s'interdire d'en parler juste parce que c'était pas moral. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire que dans le cadre de ce récit, on est sur des gens dont la construction du sentiment amoureux passe par le fait d'appuyer un fer chaud sur le ventre. Je pense qu'on n'est pas trop dans la question de la morale.
Je pense que c'est pas une question qui intéresse beaucoup la réalisatrice. À côté de ça, en fait, ce que dit la réalisatrice, c'est que le personnage de Michael, même si c'est un love interest, c'est pas un personnage positif pour autant. Et ça, je pense que ça se sent. Parce que non seulement, au final, il arrive dans une position qui est assez... je vais dire un gros mot, mais qui est assez merdique, où il est littéralement arraché de l'adolescente par sa copine enceinte, avec toutes les complications qu'on imagine derrière et le malaise. Mais en plus, au fond, il joue pas son rôle d'adulte. Et moi, plus que la question d'infidélité, dont j'ai envie de dire, de toute façon, ça me regarde pas, et puis en plus, le personnage, il n'existe pas, c'est un film. Le fait qu'il joue pas son rôle d'adulte, moi, c'est ça que j'aime pas dans ce personnage. Puisque, au lieu de dire à Maria, dis donc, peut-être que t'as pas vraiment envie d'entasser des poubelles dans ta chambre, et que t'as peut-être pas vraiment envie de me faire manger ta salive, et que t'as peut-être pas vraiment envie de me demander de te rebasser le ventre. À la place de ça, il rentre totalement dans son univers. Au lieu d'être l'adulte qui va, entre guillemets, dire à l'adolescente « Non, mais là, ça va pas, en fait. Tu fais de la merde et tu te fais du mal et c'est pas comme ça que ça marche la vie. » Lui, il rentre totalement dedans et c'est elle, en fait, pour ainsi dire, qui le domine, en fait. Ça renvoie à un truc qui est assez compliqué, c'est qu'en fait, même si lui, il est présenté comme quelqu'un qui s'en est sorti dans la vie, qui a un métier, qui a une stabilité, qui a une copine avec qui il doit emménager, qui va avoir un enfant, et ce genre de choses, donc très normal, très intégré. Ça reste un personnage qui a une fêlure fondamentale, parce que lui aussi, il a un passé traumatique. Comme il le dit, sa mère était une addict au crack, il a été élevé d'une manière pas super stable, il a fait pas mal de foyers, ce genre de choses. Le fait qu'il rentre dans cette relation, c'est destructeur pour elle, mais c'est destructeur pour lui aussi, parce que tout le vernis, entre guillemets, de civilisation qu'il avait réussi à se construire, eh ben, ça s'effondre petit à petit. Et ça, je trouve que c'est très, 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 très intéressant dans le discours que le film a sur la santé mentale, en fait. Parce que même quand on pense s'en être sorti, même quand on pense qu'on a surmonté les difficultés de la vie qui font qu'on est cabossé, il suffit de pas grand-chose pour retomber. Donc si on veut conclure sur la relation, j'ai envie de dire que c'est pas évident, que ça peut pas vraiment se juger que sur des critères moraux, même si moi, à titre personnel, j'avais un peu envie de le juger comme ça, en réaction un peu épidermique. Mais c'est totalement voulu. Parce que la réalisatrice, elle revendique 2 influences sur son film. 2 influences que je vais vous partager et qui, je pense, vont éclairer en partie votre avis sur le film. Alors, le premier film dont elle parle comme influence, c'est Cybèle ou Les Dimanches de Ville d'Avray, de Serge Bourguignon, qui est surtout connu en France sous le titre Les Dimanches de Ville d'Avray. C'est un film dont j'avais jamais entendu parler et qui a une histoire vraiment très intéressante. C'est un film français qui est pratiquement devenu inconnu en France et qui est culte en fait aux États-Unis et au Japon. Et c'est un film qui a été un gros succès à sa sortie en France, qui a eu 1,8 million d'entrées. C'est un film qui a eu l'Oscar du film étranger, qui est édité chez Criterion en DVD et qui, à ma connaissance, n'existe pas en France. Qui n'est pas disponible sur les plateformes. Et le truc est totalement invisible. Et je pense que ça tient en partie au sujet du film, puisque c'est une histoire d'amitié entre un mec qui revient fracassé de l'Indochine, donc de la guerre d'Indochine, pas d'un concert d'Indochine. Donc entre un mec fracassé de la guerre d'Indochine et une enfant de 10 ans. Mais c'est pas pédophile, TKT. Et donc justement, en fait, le film, il flirte constamment sur le côté... ils sont super copains, mais en même temps, ils devraient pas, etc., etc., etc. Et il y a un côté un peu ambigu et qui peut renvoyer un peu à la relation, sauf que dans la relation qui est dans le film Crass, il n'y a absolument rien d'ambigu. Et le deuxième film que Luna Carmoon revendique, c'est Seventh Garden, une adaptation de Ian McEwan par Andrew Birkin, frère de Jane, avec Charlotte Gainsbourg.
Et donc c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui vivent seuls dans une maison isolée après la mort accidentelle de leurs parents et qui en fait vont développer une relation plus ou moins incestueuse. Et là vous allez me dire, la pauvre Charlotte, entre ça et les man incest, elle n'a pas été super gâtée par les gens qui étaient censés être sa famille. Bah c'est la vie. C'est comme ça, elle a l'air de s'en être plutôt bien tirée, malgré tout. Bref, c'est intéressant qu'elle cite ces deux films comme point de repère, parce que c'est des histoires à la fois qui parlent de l'adolescence ou qui parlent de la préadolescence, qui parlent de relations un peu ambiguës, qui parlent de trucs qui sont un peu chelous, mais qui ont dans les deux cas des situations qui sont à la frontière entre le réalisme et la poésie, qui disent un peu merde à la morale, qui disent je m'en fous de ce que vous pensez, parce que de toute façon, l'amitié, le désir, bah c'est comme ça. C'est pas forcément moral. Des fois, on a des moments de folie, des fois, on a du désir, on sait pas trop comment l'exprimer, et voilà. Et ça renvoie à des trucs dans Crass, des trucs primaires de crachat, de se mettre en danger. Et du coup, c'est intéressant parce que d'une certaine manière, c'est un film sur l'adolescence, sur le fait de se mettre en danger quand on est à l'adolescence. Mais c'est plus extrême parce que le personnage, il va pas bien dans sa tête parce que il a eu une jeunesse pas facile, quoi. Et donc, du coup, au début de la partie spoiler, je vous avais dit que pour moi, l'aspect le plus important de l'histoire, finalement, c'était l'aspect deuil. Déjà, je pense que c'est le plus important parce que la réalisatrice a dit que c'était l'aspect le plus important et je la crois, hein, c'est son film. Donc la réalisatrice, elle a dit qu'elle voulait parler d'une adolescente plongée dans un passé traumatique qui n'a manifestement pas du tout été traité par le biais du déclencheur qu'est Michael et sa bonne odeur de poubelle. Et il y a un truc très très fort, je trouve, à ce que l'héroïne se prenne le choc de la mort de sa mère alors qu'elle s'y attendait pas et d'une manière qu'elle n'arrive pas à analyser. En effet, elle a été séparée très jeune de sa mère, à un âge où elle était encore très fusionnelle. Et ce, d'autant plus qu'elle avait une mère qui était un peu manipulatrice. Il y a une scène où on la voit croiser l'institutrice dans le supermarché. L'institutrice essaie de lui dire « Non, mais là, ça va pas. Votre fille, elle sent la poubelle et elle a pas sa tenue de gym quand elle doit venir à l'école. » Et la mère, en fait, elle la rabaisse. Elle lui dit que ses dents, elles sont pourries et que c'est pour ça qu'elle ose pas sourire. Et que de toute façon, si c'est comme ça, elle emmènera à l'école et que comme ça, elle sera bien feinté. Et donc, au lieu d'aider en fait sa fille à s'intégrer à la société, en fait, elle la coupe pour la garder dans son univers très spécial, un peu fantasmagorique, où le fait d'entasser devient le fait de se créer une sorte de palais fantasmagorique. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est donc on parlait de l'aspect proustien, de l'aspect souvenir. En fait, Luna Carmoon dit qu'elle a volontairement glissé des éléments de chronologie impossibles dans le film. Des phrases qu'on entend un peu en voix off, des phrases prononcées qu'on entendra ensuite dans la bouche de la meilleure amie de Maria avant qu'elle ait pu la rencontrer, pour marquer le fait que tout le prologue, enfin toute la première partie du film, qui se passe en 1984, nous, on pense qu'on est dans une narration chronologique, mais en fait, on est déjà dans les souvenirs de Maria 10 ans plus tard. Et donc, il y a un truc qui est presque fantastique dans le fait que le monde de la mère morte surgisse de plus en plus dans la vie de sa fille à partir du moment où celle-ci prend conscience qu'elle est réellement morte, en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux morts. Il y a une première mort qui est symbolique. C'est celle où il y a l'accident qui amène à la séparation avec la mère. Et il y a une deuxième mort qui est réelle. C'est celle où elle récupère les cendres. Et ce qui est intéressant, c'est que quand elle récupère les cendres, elle dit « Mais c'est bizarre, ça fait 10 ans qu'elle est morte. » Et alors qu'en fait, non. Elle vient de mourir. Donc il y a un côté extrêmement dur dans le fait qu'elle ait été séparée de sa mère, que sa mère a ensuite vécu 10 ans, et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Et il y a un trou, en fait, qui est inracontable et qui ne trouvera jamais de réponse. C'est comme si les 10 ans de la vie de cette adolescente
n'avait pas existé et que sa mère était morte en 1984 et qu'elle était replongée en 1984. Elle va littéralement l'ingérer. Et il y avait un truc que je comprenais pas dans le film. À un moment, je voyais qu'elle mangeait de la terre, mais je comprenais pas ce qu'elle faisait. En fait, je crois qu'elle avale littéralement les cendres de sa mère. Et c'est presque un truc de nouvelle d'horreur, comme si elle se faisait absorber par le monde. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que je vous parlais de cette histoire de parfum, en fait, dans les scènes où en fait Maria commence à disjoncter et commence à entasser des poubelles, elle commence à faire comme si sa mère était encore là. Sur le plateau, il y avait ce parfum-là pour leur signifier aux acteurs que on était de nouveau dans cette ambiance-là. Et ça m'a fait penser à une nouvelle de Lovecraft où un homme sans abri s'invente un monde fantastique dans lequel il est un chevalier et un roi incroyable et où en fait il déteste tellement le monde réel que finalement il décide de mourir pour s'enfuir dans le monde fantastique qu'il s'est créé. Et j'avais vraiment un peu peur de ça pendant le film, le fait qu'elle se fasse bouffer par cet univers de la mer qui s'empare d'elle. Et c'est pour ça que je trouvais que la fin était intéressante et que, comme je le disais dans la partie avant spoiler, c'est toujours important de voir les fins de films parce que ça permet de mettre une conclusion. C'est qu'il y a un soulagement dans ce film qui est proche de celui de la fin d'un film d'horreur. Quand la mère adoptive prend conscience du bordel qui est dans la tête de Maria et décide de mettre un peu d'ordre. Donc elle ouste les boueurs. Maria, tu vas me jeter les poubelles et puis on va être bien toutes les deux parce que ça va un peu les bêtises. De ce point de vue-là, si on file la métaphore du film d'horreur, la séquence finale est à la fois très douce et à la fois c'est un peu comme quand on pense que le tueur est mort et qu'il n'est pas vraiment mort parce qu'elle va quand même fêter le 31 à la décharge au milieu des feux d'artifice. Donc c'est à la fois cool, l'orage est passé et d'un autre côté, comme je le disais, le fait que la santé mentale c'est une lutte permanente. Est-ce qu'elle va vraiment mieux ? En fait, en vrai, il faudrait peut-être quand même aller voir le psy, quoi. C'est pas mal. C'est utile. Et donc, tout ça pour dire que perdre sa mère, une première fois, c'est pas facile. Une deuxième fois, c'est encore plus dur. Et quand on est jeune et qu'on n'a pas eu une vie facile, ça devient vraiment très très compliqué. Donc voilà, en gros, ce que j'avais à dire sur Crass. Et vous voyez, c'est là que quand même, on se rend compte qu'il y a le côté critique cinématographique et puis il y a le côté interprétation. Moi, d'un côté critique cinématographique, je trouve que c'est un film qui est bien, mais qui pourrait être mieux, qui pourrait être plus rythmé, qui pourrait être peut-être plus maîtrisé sur beaucoup de choses. C'est un premier film et je pense qu'il y a une marge de progression. Mais le simple fait de lire un peu les interviews du dossier de presse, de réfléchir un minimum sur le film, en fait, le simple fait d'y penser, d'y repenser, fait qu'on peut déployer énormément de choses de ce film. Malgré le fait qu'il ne se passe pas 1 milliard de choses, c'est quand même un film qui a une vraie densité. Et oui, il y a des choses qui ne sont pas faciles dedans, mais et que, du coup, pour cette raison, je ne sais pas si c'est un film que je conseillerais à tout le monde. Parce qu'il faut aimer les films un peu lents et où il y a des gens qui se font du mal, quoi. Et c'est quand même un film vraiment intéressant et je pense que si vous aimez ce type de cinéma, c'est vraiment un film qui peut vous parler. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle critique. Normalement, il y a l'analyse que j'ai faite avec Martin de la légende d'Ochi qui doit arriver. Et puis Martin a quelques projets aussi de son côté. Et puis on va aussi enregistrer une prochaine émission. Et puis si vous n'avez pas encore écouté le dossier Ariel Dombal, allez-y, parce qu'il est quand même super. C'est du bon boulot. Voilà, je vous laisse avec la musique de générique et à très bientôt. C'est un film qui s'interrompt mais ne s'achève pas.
toutes les conclusions sont encore à tirer, les calculs à refaire. Le problème continue d'être posé, son énoncé se complique, il faut recourir à d'autres moyens. Ce message informel, de même qu'il n'avait pas de raison profonde de commencer, de même n'en a pas de finir. Je commence à peine à vous faire comprendre que je ne veux pas jouer ce jeu-là. Parce que les films, c'est comme les bouquins, quoi, tu vois, les maisons de production, elles sont grosses ou sont petites, elles ont des budgets de promotion ou pas. Donc, quand t'as pas de promotion, distribution correcte, les films ils passent aux oubliettes. Jusqu'à temps qu'il y ait des écervelés qui les retrouvent. Ceux qui disent qu'ils aiment ce film ont aimé trop d'autres choses pour pouvoir l'aimer. Et ceux qui disent ne pas l'aimer ont eux aussi accepté trop d'autres choses pour que leur jugement ait le moindre poids. Écoutez, voilà, c'est très simple. J'ai écouté le débat et je suis bien triste. Je suis bien triste parce que c'est pas devant un micro qu'il faudrait répondre, mais sur un ring. Parce que les gens qui parlent devant ce micro du cinéma, comme ils en ont parlé il y a 5 minutes, ne savent pas ce que c'est que de faire un film, ne savent pas ce que c'est que de trouver de l'argent pour en faire, ne savent pas ce que c'est que de faire 5 bides les uns derrière les autres. Et le jour où on a un succès, de vous reprocher ce succès absolument comme une chose infâme. Il y a une chose que je déteste, c'est le mot commercial, appliqué à un film. Parce qu'on dirait à chaque fois qu'il a suffi d'un coup de baguette magique sur un scénario pour qu'un film devienne commercial. Un film fonctionne quand il est fait avec une grande sincérité, et cette sincérité touche un plus ou moins grand nombre de personnes.